Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire de My Happy Job by Moodwork. Donc, je suis Fabienne Brocaret, la fondatrice de My Happy Job, qui est un média en ligne dédié à la qualité du lieu de travail, au bien-être au travail. Et quand on parle de bien-être au travail, il y a quelque chose qui peut être très pesant, même si elle est invisible, c'est notre fameuse charge mentale qui nous réunit aujourd'hui. Alors, vous êtes très nombreux et nombreuses, donc on est vraiment ravis que le sujet vous intéresse. Donc, on va essayer d'expliciter cette notion qui nous accompagne au quotidien et qui peut être source de frustration et de mal-être. Donc, pour parler de charge mentale aujourd'hui avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Boutin. Bonjour Virginie. Bonjour Fabienne, bonjour à tout le monde. Alors, tu es CEO de Bloom Air Impulse, qui est une start-up, et tu es en plus coach et autrice d'un livre qui s'appelle 2 heures chrono pour déconnecter et se retrouver, donc qui est le sujet sur le sujet de la déconnexion qui est en lien avec aujourd'hui. Et livre, je vais dire, qui est forcément formidable puisque nous l'avons coécrit, chère Virginie. Donc, du Voilà, coup, tu connais bien cet ouvrage. exactement. Bonjour Clément Poirier. Bonjour à tous. Alors, Clément, tu es psychologue du travail, et tu es chercheur plutôt en psychologie et tu es responsable du pôle de recherche chez Moodwork. Et donc, on a le plaisir de travailler ensemble. Bienvenue. Merci beaucoup pour cette invitation. Avec plaisir. Et alors, ce webinaire aujourd'hui est organisé en partenariat avec Generali et plus particulièrement avec Generali Vitality. Donc, ça me tient à cœur parce que Generali est partenaire de My Happy Job depuis le tout début, depuis le premier jour. Donc, du coup, je suis vraiment ravie de co-organiser ce webinaire. Et il y a peut-être parmi vous des membres du programme Generali Vitality. Alors, j'endosse mon costume de Mère Noël et grâce à notre webinaire aujourd'hui, vous allez pouvoir cumuler 1000 points dans le programme Generali Vitality. Donc, Nathan qui travaille avec moi et qui va vous accompagner dans le chat aujourd'hui, du coup, va vous mettre un lien et vous n'avez qu'à télécharger le justificatif et à le mettre ensuite sur l'appli, le programme Generali Vitality, plus précisément dans la section participation à un événement entreprise. Et grâce à nous, voilà, vous allez grimper en termes de 2 points. Voilà, c'est dit. C'était la parfaite transition avec Nathan et le chat. Donc, Nathan vous partagera tout au long du webinaire des ressources pour aller plus loin. Et ensuite, n'hésitez pas à vous servir du chat, comme vous le faites là pour nous dire bonjour et pour témoigner, participer, nous poser vos questions. L'idée, c'est que le webinaire soit le plus interactif possible. Alors, quand on parle de charge mentale, Clément, déjà, de quoi parle-t-on exactement? Parce que c'est un concept qui a été, entre guillemets, très à la mode. Il y a une BD d'une dessinatrice Emma qui a popularisé la notion. Mais c'est toujours bien, je trouve, de repartir de la définition. Quand on parle de charge mentale, c'est quoi exactement? Alors, si on reprend un peu les côtés très définition scientifique, en tout cas un peu des termes plus précis, c'est un terme qui est utilisé depuis longtemps dans la psychologie, enfin longtemps, tout est relatif, mais quand même un certain temps en tout cas, et on peut retrouver charge mentale, charge cognitive, effort cognitif. Il y a tous ces termes-là, hein, il n'y a pas que la charge mentale en tant qu'unique terme utilisé, mais il y a plusieurs termes. Et en fait, c'est l'idée qu'on a tous des capacités cognitives, donc ce qu'on a dans la tête évidemment, limitées, et ce qu'on fait au quotidien nous demande un certain effort, donc une certaine charge. Et cette charge mentale, je le précise de suite, c'est normal. On a tous un certain niveau de charge mentale dans la journée, puisqu'on a des compétences limitées d'attention notamment, et de mémorisation aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être attentif à tout le temps, on ne peut pas tout observer, tout entendre. Au contraire, il faut qu'on se focalise sur certaines choses pour pouvoir, par exemple, travailler ou écouter quelqu'un d'autre, par exemple. Lors d'un repas entre amis, il y a plusieurs conversations qui vont se passer. On ne peut pas écouter toutes les conversations en même temps, ce n'est pas possible. On va devoir se focaliser. Et c'est là où on va faire un effort cognitif pour se focaliser sur une seule source d'information, sur un ami qui nous parle, par exemple. Et d'un autre côté, tout ce qui est mémorisation, c'est aussi les recherches dans le domaine cognitif qui nous apprennent qu'on ne peut pas tout retenir tout le temps. On a une mémoire à long terme qui nous permet de retenir nos souvenirs d'enfance, les dates des anniversaires de nos parents, ces genres de souvenirs qui sont un peu gravés dans le temps. Mais par contre, sur des plus quotidiens, par exemple, retenir un numéro de téléphone, on peut le retenir pendant un certain temps, un certain nombre de chiffres, mais si on fait autre chose en même temps, on va l'oublier parce qu'on va penser à autre chose, on va se souvenir d'autres choses. Donc en fait, alors les chercheurs dans le domaine ont évoqué un chiffre magique d'environ 7 éléments. On pourrait se souvenir jusqu'à 7 éléments. Alors ça peut être un mot, un chiffre, un groupe, quelque chose, un élément en tout cas, mais c'est 7 éléments de mémorisation qu'on peut retenir dans un certain temps
Alors bien sûr, certaines personnes peuvent aller plus loin, ça c'est toujours les recherches, hein, je donne une moyenne, c'est le chiffre qui ressort, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour prendre en compte qu'on a une capacité limitée, et donc cette charge mentale, cet effort cognitif vient de ça, vient de nos compétences humaines, qui sont limitées et qui sont normalement limitées, hein. Je précise que c'est pas... On peut bien sûr s'améliorer, on reviendra peut-être dessus sur certains petits conseils pour réduire la charge mentale, la surcharge mentale, mais justement peut-être pour aider des petits exercices. Par exemple, je pense souvent à cet exemple-là des serveurs en terrasse qui se souviennent de toutes les commandes d'une table de 10 personnes, puis après en fait qui s'arrêtent à une autre table pour prendre une autre commande, et on se dit mais il n'a rien noté, il se souvient de tout. Ben oui, parce qu'en fait ils ont un entraînement, un exercice, eux ils font des exercices finalement tous les jours, quotidiens, pour mieux se souvenir de tout ça. Et nous, parfois c'est un peu plus difficile, ça c'est sûr. Et donc ça en fait, c'est l'idée que la charge mentale c'est normal, mais par contre c'est être en surcharge mentale qui devient compliqué. Et c'est là où on parle enfin pas de désordre, mais de déséquilibre et de conséquences négatives pour sa santé mentale, physique, sa relation avec autrui aussi, ça peut aller jusqu'à l'irritabilité, etc. En tout cas, la charge mentale, voilà, c'est ça. On a des compétences limitées, du coup, on est obligé de puiser dans nos ressources pour pouvoir essayer de faire cet effort. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Clément, sur déjà le fait que c'est normal que ce soit limité, ce que tu viens de nous expliquer, c'est-à-dire que c'est pas une limite, c'est pas mal d'être limité, c'est un fait. Et donc, il faut se déculpabiliser de se sentir surchargé mentalement. C'est pas parce qu'on est nul ou quoi que ce soit, c'est très important ce que tu viens de dire, que en fait, tout le monde est limité, c'est la nature humaine, et donc ça sert à rien de chercher à faire autrement. Sauf dans des cas précis, comme tu l'as évoqué, le serveur, ou nous-mêmes, de choisir en fait à quoi on veut prêter notre attention, parce que ça nous est particulièrement utile. Et donc, comme cette charge, comme cette capacité mentale est limitée, à nous de choisir à quoi elle nous sera le plus utile, finalement. Et voilà, il y a le lien aussi avec le stress. Oui, tout à fait. Et justement, quand on parle de charge mentale, on parle de surcharge mentale, tu l'as évoqué, Virginie. Quels sont les signes qu'on passe d'une charge, je dirais, voilà, classique qu'on a tous, hein, puis comme tu le disais, Clément, au quotidien, mais que là, on vire peut-être vers de la surcharge qui peut être pesante, source de stress. Quels signes doivent un peu nous interpeller? Alors, les signes qui doivent nous interpeller, si je rebondis sur la définition, on a vu que c'était lié avec à la mémoire. Donc déjà, sentir que d'un seul coup, on se rappelle pas, on vient de nous présenter quelqu'un et on se rappelle pas le nom de la personne qu'on vient littéralement de nous présenter. Donc difficulté à se concentrer, difficulté à se rappeler des choses de la vie qui servent à fonctionner dans sa journée. Ça, c'est un des premiers symptômes, hein, je pense, Clément, tu es d'accord avec moi, le lien avec la mémoire. Et puis, le plus notable chez nous, enfin, chez les personnes qui travaillent toute la journée devant écran, c'est la difficulté de concentration. C'est-à-dire soit avoir du mal à se concentrer sur ce qu'on a à faire, soit avoir du mal à lâcher ce qu'on était en train de faire, c'est-à-dire parce que ça demande un effort, en fait, de sélectionner ce sur quoi on va prêter notre attention, ça demande un effort. Comme disait Clément tout à l'heure, si on est à table avec plusieurs personnes, on ne va pas écouter toutes les conversations. Eh bien, pour écouter une conversation, on va devoir faire aussi l'effort de ne pas écouter les autres. Et donc, c'est un petit peu pareil quand on travaille. Il faut qu'on fasse l'effort de se concentrer, mais il faut aussi faire l'effort de se déconnecter des autres sujets. Et ça demande de l'énergie. Et comme on l'a vu, l'énergie de ce type est limitée. Donc, on n'arrive plus à le faire, en fait. On n'arrive plus à déconnecter de ce qu'on était en train de faire. On a du mal à se connecter à ce qu'on doit faire maintenant. Et donc, voilà. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Clément, par rapport aux signes qui montrent que ça commence à être trop. Pour compléter et pour aller dans l'idée on a évoqué un peu le stress, donc je vais aller dans ce sens-là, mais sans forcément parler purement du stress, mais dans l'idée d'épuisement professionnel aussi qu'on peut voir arriver quand on a un stress qui perdure et du coup un type un peu burn-out, hein, sans aller forcément jusqu'au burn-out, mais en tout cas dans l'idée d'épuisement, effectivement c'est ça qu'on va retrouver. C'est aussi une plus grande irritabilité parce que dû effectivement à ce que Virginie évoquait, le fait de se souvenir ou d'être gêné par d'autres, etc. Donc du coup on va plus réagir de manière négative, ou en tout cas plus de tension avec les autres, mais aussi en dehors du travail, on ne sait pas que dans le travail, c'est-à-dire que ça va perdurer. Et justement, la charge mentale, on l'évoque aussi dans le quotidien. Et on parle beaucoup des femmes et de la surcharge mentale chez les mères de famille, ce genre de choses. Mais effectivement, en fait, on voit que ça peut perdurer. Et du coup, cette tension, cette irritabilité peut perdurer dans son quotidien personnel. Et donc ça, c'est un des signes aussi. Et même, ça peut aller jusqu'à des troubles, en tout cas des difficultés de sommeil, des changements, en tout cas dans son sommeil, moins bien dormir, avoir plus de difficultés à s'endormir aussi,
il y a ruminer ce que s'est passé dans ma journée, de penser à ce que je dois faire demain. Et donc ça va nous décaler les heures de sommeil, décaler les cycles. Et donc ça aussi nuit à son quotidien, puisqu'on va être d'autant plus fatigué, on va s'inscrire dans un cercle un peu vicieux, et donc du coup être d'autant plus irritable, d'autant plus en surcharge mentale, etc., etc. Et donc au quotidien et au travail, ça peut être aussi vu, alors ça parce que là c'est plus un ressenti personnel, mais pour les autres, ça peut être aussi vu, mon collègue il fait plus d'erreurs. Alors effectivement, il se souvient moins bien des choses qu'on lui répète, mais aussi il fait plus d'erreurs, des choses qu'il a l'habitude de faire habituellement plutôt bien, mais là il fait des erreurs dans un rendu, je sais pas, quelqu'un qui fait jamais de faute d'orthographe, du coup il va en faire plein, c'est pas habituel, ce genre de choses. Et donc, globalement, pour l'entreprise aussi, ça peut réduire la performance. Alors, qu'est-ce que la performance? Ça, c'est un autre débat. Mais dans l'idée, voilà, l'efficacité au travail, en tout cas, ça va la réduire, c'est sûr. Si on est en surcharge, et surtout si c'est trop long, c'est toujours ça, un peu dans l'idée du stress aussi. Hein, si ça s'installe dans la durée, effectivement, c'est là où ça va devenir plus gênant pour soi et pour les autres. Voilà un peu pour rajouter. C'est intéressant, ouais. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est les impacts sont multiples en fait. C'est-à-dire qu'il y a un impact sur le bien-être individuel, mais aussi au niveau de l'entreprise, au niveau du collectif. Donc c'est pas du tout juste anecdotique, c'est vraiment un sujet qui peut avoir des répercussions au quotidien très, très importantes. Et justement, qu'est-ce qui peut accentuer notre charge mentale peut-être encore plus avec la crise qu'on a vécue pendant 2 ans? Quels sont un peu les facteurs qui vont faire que elle augmente jusqu'à arriver à ce trop-plein, cette surchauffe, cette surcharge? Moi, par exemple, je me suis obligée de parler du digital, c'est-à-dire que le digital dans notre vie peut tout à fait alléger la charge mentale parce qu'il propose des outils super. Un agenda électronique, c'est quand même plutôt quelque chose qui va décharger mentalement. Mais la plupart des choses digitales mal utilisées, en tout cas mal sélectionnées, vont plutôt nous submerger d'informations. Donc, on va voir, c'est là où on parle d'infobésité, avoir beaucoup trop d'informations, beaucoup trop d'emails à traiter, beaucoup trop de messages, beaucoup trop de notifications. Et ça, en fait, ça vient s'imprégner de force quelque part dans notre charge mentale, si on n'en prend pas soin, évidemment. Les notifications qui arrivent à l'écran, on les a déjà vues, ça y est, elles ont chargé notre cerveau. Notre inbox, notre boîte de réception, si elle contient 3000 mails, notre cerveau ne peut pas ne pas les voir et donc il se dit « Ah là là, j'ai tout ça à traiter ». D'ailleurs, il y a un peu l'effet serveur de café où nous aussi, en fait, sans le vouloir, on prend commande. Quand on voit tous ces mails-là, on se dit « Tiens, c'est autant de commandes de choses que je dois traiter ». Ça s'appelle l'effet Zeigarnik, du nom de la psychologue polonaise, je crois, qui a repéré ce truc des serveurs de café. Et donc voilà, c'est une submersion de contenu. Et donc, j'ai envie de dire, ce qui peut empirer, c'est le digital. Et puis, bien sûr, après, la charge de travail. Et il y a aussi une responsabilité individuelle à choisir à quoi on prête notre attention. Alors, je ne dis pas du tout que c'est facile, mais il y a vraiment... encore une fois, de se rappeler qu'il y a une limite, que cette quantité est limitée et qu'on ne peut pas, c'est pas infini. Donc, on ne peut pas avoir 250 mails à traiter et en plus être aidant à la maison et bonne mère de famille, etc., ou père de famille, et en plus. À un moment donné, il faut faire des choix quotidiennement sur ce à quoi on va prêter notre attention. Ah oui, mais merci parce que c'est déculpabilisant aussi, parce qu'on a tendance à vouloir mettre la barre très très haute partout dans tous les domaines et se dire que du coup on peut assurer partout, mais non. Non, on ne peut pas. Et aussi de faire des choix. Choisir. En ce moment, par exemple, il faut choisir de combien de fois on regarde les infos par jour parce que tout simplement, si on les regarde tout le temps, on va absolument, vu que les informations sont très très prégnantes, on va se remplir complètement de cette information-là et après, ça veut dire qu'on met en danger, entre guillemets, notre journée, enfin, comment dire, ce qu'on avait prévu peut être largement impacté par cette charge mentale-là. Donc, je ne dis pas qu'il faut se couper complètement du monde, mais il faut vraiment choisir avec parcimonie et intelligence, j'ai envie de dire, ce qu'on prend dans notre cerveau. Clément, dans la sphère professionnelle, qu'est-ce qui peut augmenter notre charge mentale? Qu'est-ce qui peut la faire déborder un petit peu? Alors, principalement, ça va être tout ce qui est multitâche. Réellement, Virginie l'a évoqué, donc du coup d'être perturbé par des tâches qui vont arriver, des mails qui vont arriver. Alors, avant, c'était quelqu'un qui va frapper au bureau ou ce genre de choses. Maintenant, effectivement, quand on est en télétravail, ça va être plutôt les mails, les notifications, ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est d'être coupé dans une tâche parce qu'on a vu que notre capacité d'attention est limitée. Et du coup, se reconcentrer sur une tâche qui était en cours, c'est d'autant plus difficile. Effectivement, si
on est sur une tâche concentrée, focus pendant 1 heure, par exemple, et qu'on arrive à clôturer cette tâche, c'est une certaine charge d'effort, enfin, c'est un effort mental et tout ça, ce qu'on a dit. Mais si au milieu de cette tâche, on va être perturbé par quelque chose, quelqu'un vient nous demander quelque chose, si on est présentiel ou en télétravail, la famille, ses enfants, etc., ben, se reconcentrer derrière, ça va demander d'autant plus d'énergie, donc du coup, on va être d'autant plus épuisé après. Donc c'est vraiment cette question du multitasking, et c'est vrai que les nouveaux modes de travail vont aller plutôt dans ce sens-là, avec beaucoup de connectivité, beaucoup d'interactions. Mais malheureusement, ça, c'est délétère puisque ça va conduire à couper notre concentration, notre capacité attentionnelle, et qui va être très coûteuse en énergie. Et effectivement, si on arrive à se concentrer, si on arrive à couper, bah, parfois peut-être que si on est en télétravail, bah, couper toutes les notifications, les mails pour se concentrer, c'est peut-être mieux que de vouloir tout de suite répondre. Si on a un mail, de dire bah, je vais répondre maintenant parce que j'y penserai plus tard. Mais justement, c'est peut-être un problème dire ça. Il vaut mieux le noter sur un papier et revenir plus tard que le faire de suite. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est le côté multitasking qui va être le plus délétère. Ouais. Et ça demande de nouvelles compétences, en fait, ce que vient d'évoquer Clément, de s'organiser par bloc de travail, etc., d'organiser des pauses. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la méthode Pomodoro, qui est ça, hein, une alternance de travail intensif et de moments de pause pour justement se régénérer et reprendre de l'acuité mentale. Ça, ce sont de nouvelles compétences à développer. Nous, on fait une formation sur ce sujet-là parce que ça va pas de soi. J'évoquais tout à l'heure la responsabilité individuelle de ce à quoi on veut porter notre attention, certes, mais après, organiser sa journée en télétravail, en étant submergé de visio intermêlés avec des notifications et des mails, etc. On a tous vu ce que ça donnait, particulièrement les 2 dernières années. Ça demande une nouvelle organisation, des nouvelles compétences et aussi d'un point de vue collectif, d'en parler en équipe, d'échanger là-dessus pour savoir comment ça se passe pour les uns et les autres et accorder un petit peu les violons. Voilà. Et justement, alors, on va passer aux astuces pour réduire la charge mentale et on l'évoque avec la méthode Pomodoro. Elisabeth nous demande un peu plus de détails. Alors, c'est une méthode italienne. En italien, Pomodoro, ça veut dire tomate, je ne me trompe pas, tout va bien. Et du coup, l'idée, c'est de travailler en bloc, c'est-à-dire on se bloque 25 minutes, par exemple, de travail et après 5 minutes de pause. C'est ça. En fait, il y a différents types de tailles de Pomodoro, mais oui, c'est ça, c'est 25 minutes de travail. Et donc, Pomodoro, pour faire le lien avec la tomate, c'est parce que c'est la forme des minuteurs de cuisine. Voilà, en forme de tomate qu'on tourne. Et donc, c'est l'idée qu'on lance 25 minutes de travail et pendant ces 25 minutes, on ne fait que ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Après, on fait une pause courte, une pause de 5 à 10 minutes. Donc là, on prend l'air, on va boire un verre d'eau. Et au bout de, je crois, ces 3 Pomodoro, on fait une pause longue de 20 à 30 minutes où là, on va vraiment faire un break un peu plus long avant de repartir pour un cycle de 3 tomates. Voilà. En tout cas, le travail en bloc est une très, très bonne pratique, exactement le pendant du multitasking qu'évoquait Clément tout à l'heure, le multitasking est à éviter et le travail en bloc est à privilégier. Exactement. Et si vous vous dites que faire une pause toutes les 5 minutes, enfin 5 minutes toutes les 25 minutes, c'est impossible, mais déjà, si vous faites 3 quarts d'heure et 1 heure et après vous prenez une pause, ce sera déjà, déjà bien. Petit à petit, la stratégie des petits pas, c'est aussi une bonne idée. Alors, on retient pour l'instant la méthode Pomodoro, on s'organise en séquençant ses journées par bloc, on essaye de ne pas regarder ses mails en continu et de faire du multitâche. Quelles seraient vos autres astuces concrètes pour essayer de réduire un petit peu la charge mentale ? Clément, tu veux y aller ? Moi, je vais. Il y en a plein. Moi, j'en ai cité quelques-unes. Virginie aussi, c'est sûr. Oui. Juste pour rebondir justement sur le commentaire de Frédéric qui dit oser dire stop au dérangement, mais globalement, savoir dire non aussi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a sa to-do list, ou sa liste de tâches à faire pour sa journée, pour sa semaine, pour son mois, enfin, je sais pas, ça dépend de votre organisation. Mais en tout cas, pouvoir dire bah non, en fait là je peux pas le faire pour demain, c'est pas juste pas possible. Peut-être dire bah dans mon organisation je peux le faire dans 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 2 semaines, et savoir dire non, savoir juste dire stop finalement pour reprendre les mots de Frédéric. Mais voilà, dans l'idée c'est que de manifester aussi aux autres qu'on est en charge déjà de travail, alors, sans parler de charge mentale directement, mais en tout cas que sa charge de travail est déjà à haut niveau quoi. C'est ça. Et donc là, je rebondis sur cette notion de stop, c'est la notion de limite. Et donc, dans les personnes que j'accompagne, il y a parfois des personnes qui déjà, il y a 2 points que cela soulève, qui ne savent pas à quoi dire non, en fait. Donc, il y a encore en amont de ça,
se poser à un moment donné et se dire qu'est-ce qui est hors limite pour moi, c'est-à-dire qu'est-ce qui est trop. Prendre juste un petit peu de recul pour se dire là, toute ma charge mentale, j'en peux plus. Qu'est-ce qui est particulièrement trop? Déjà l'identifier, parce qu'en fait, il y a un certain stade de charge mentale, on ne sait même plus à quoi dire non, en fait. À quoi je devrais dire non? Donc, quelle est la limite? Essayez déjà de la définir. Et puis ensuite, il y a apprendre à communiquer, parce que j'ai aussi beaucoup ça dans les coachings, des personnes qui disent, moi, j'aimerais bien dire non, mais c'est pas possible, parce qu'on va me répondre ça, parce que si, parce que ça. Et donc, ça aussi, je parlais de compétences à développer, apprendre à dire non d'une certaine manière, apprendre à préserver ses limites. Ça fait partie également des nouvelles compétences, parce que si on ne le fait pas, on voit bien qu'on va être submergé. C'est-à-dire que c'est une responsabilité personnelle, hein, j'en reviens là, à chacun de mettre quand même des limites. Sinon, avec toute la façon de fonctionner en digital, etc., ben, ça va être foufou. Moi, j'avais envie de parler aussi du côté, quelque chose de peut-être moins habituel, le côté tangibilisé. C'est-à-dire que la charge mentale, ça nous prend la tête, comme son nom l'indique, parce que c'est aussi un peu virtuel et que c'est un peu sans fin. Et donc, il y a un conseil qui est de rendre ça tangible. Et notamment, il y a la méthode Kanban, une méthode japonaise, de petites cartelettes. Et donc, d'ailleurs, les équipes agiles de développement l'utilisent déjà pour s'organiser, de mettre chaque chose à faire ou chaque préoccupation sur une petite carte physique et de la coller au mur. Et ça permet aussi le travail d'équipe, alors quand on est dans la même pièce, mais il y a aujourd'hui des logiciels très très bien faits, comme Trello par exemple, qui vont permettre de faire la même chose en ligne et partager en équipe. Je trouve que c'est mieux que la simple to-do list, c'est-à-dire que ça permet vraiment de tangibiliser, de rendre un peu concret chaque chose. Donc déjà, ça la met un peu à l'extérieur de soi. Et puis, quand on a traité la chose, on l'écarte. Et donc, physiquement, il y a une satisfaction et ça libère de cette charge. Exactement comme une boîte mail qui n'a plus que 3 mails dedans. Quel soulagement. J'en ai entendu parler, il paraît. Non, mais comme un grand reménage de printemps, quand on range ses placards et qu'on en vide la moitié, ça soulage. Enfin voilà, le cerveau adore la visualisation, vraiment la tangibilisation du calme et du rangement. Voilà. Oui, c'est comme tu le disais quand on écrit sur la to-do list. Alors bien évidemment, il faut hiérarchiser, mettre des priorités, parce que sinon vous avez la to-do list qui déprime dès le lundi matin parce qu'elle déborde de tous les côtés. Mais c'est vrai que le fait d'écrire, donc de passer par des cartes ou en tout cas d'écrire aussi sur un papier, aide aussi le cerveau à s'apaiser. C'est ça, de mettre en dehors de soi en fait, de lâcher. D'ailleurs, les personnes qui ont du mal à s'endormir à cause de ruminations, comme l'évoquait Clément tout à l'heure, une bonne pratique, c'est de poser les ruminations par écrit. Même sans aucune idée de faire sens, hein, de simplement les vider pour se vider la tête. Et puis j'ai aussi un autre conseil que j'avais envie de vous partager. On parle beaucoup donc de se déconnecter, mais on voit bien que c'est difficile. On parle aussi de cette expression lâcher prise. Comment faire? L'incantation magique. Incantation magique. Donc il y a quand même un truc qui est pas mal. C'est pas de lâcher prise, c'est de prendre autre chose. C'est-à-dire de porter son attention sur autre chose que ce qui nous prend la tête. Donc, c'est un peu se changer les idées. Mais c'est pas forcément se changer les idées dans une notion de divertissement. C'est plutôt, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, de choisir ce qui est important pour nous et de se dire, je vais plutôt porter mon attention là-dessus et de fait, l'enlever de ce qui ne va pas. Et on avait une question justement pour arrêter les ruminations, notamment le soir, hein, qui peuvent être terribles quand on essaye de dormir et qu'on est fatigué, mais que le petit vélo est en marche et ne s'arrête plus. Quels seraient vos conseils? On l'a dit, écrire tout ce qui nous passe par la tête avant de dormir. Est-ce que, je ne sais pas, la sophro, la méditation, des exercices de visualisation, qu'est-ce qu'on peut tester? Moi, j'ajouterais, alors, sans parler effectivement de sophro, etc., ça peut effectivement aider beaucoup, mais aussi dans son organisation de travail, c'est d'avoir des rituels. Alors, pas des rituels mystiques, hein, mais juste des rituels habituels, notamment par exemple quand on est en télétravail, parce que souvent, depuis 2 ans, ça a été souvent la plus grosse problématique de pouvoir couper à la fin, du coup ça n'empiète pas. C'est réellement ranger son espace de bureau, fermer son ordinateur, pourquoi pas ranger tout son bureau si on a un bureau qui est en plein milieu du salon, tout ranger dans un placard et fermer le placard. En fait, il y a ces étapes-là qui sont des rituels qui vont permettre de déconnecter aussi, hein, petit à petit. Alors forcément, quand on va au travail, c'est plus facile parce qu'on ferme la porte de son bureau et on n'y va plus, c'est pas chez nous. Mais c'est vrai que quand on télétravail, c'est plus compliqué. Donc ça, c'est avoir des horaires fixes aussi, c'est savoir 18h, j'arrête. Donc quand il est 17h30, je prépare à arrêter.
Je me dis pas, en fait, faut que j'aille jusqu'à 18h30, non, à 18h j'arrête, ce genre de choses, et avoir toujours sa liste de tâches à faire, bien listée, et comme disait Fabienne, bien sûr, lister urgent, important, ça c'est intéressant pour pouvoir surtout évacuer celles qui sont ni urgentes ni importantes, et du coup peut-être qu'ils sont même pas utiles. Et dans ce sens-là aussi, et de manière ce que Virginie disait finalement dans ces solutions plus collectives, de pouvoir réfléchir avec le groupe, je pense, au processus de travail et parfois il y a des travaux de groupe ou même personnels, hein, même si c'est tout seul, il y a des choses où on rajoute des étapes qui ne sont pas forcément utiles ou pertinentes. Si on y réfléchit. Parfois, c'est parce que ça a été, traditionnellement, c'était comme ça, du coup, il y a des étapes de validation, etc., mais qui rajoutent beaucoup de charges mentales. Donc, et peut-être qu'en réfléchissant au processus un peu différemment, on pourrait libérer du temps à chacun et donc que ce soit peut-être mieux fait, qu'il y a peut-être moins d'erreurs, que les gens aient plus le temps de le faire correctement, quoi. Tout à fait. Après, sur les ruminations du soir, j'ai aussi un conseil déculpabilisant finalement qui est de l'accepter. C'est-à-dire de pas se mettre la double peine en disant je rumine, ah bah, du coup j'arrive pas à dormir, c'est mal de pas arriver à dormir parce que du coup demain je vais pas être en forme. Alors du coup et voilà. Donc quelque part se demander à soi-même et si c'était une bonne chose que je n'arrive pas à dormir, c'est un peu paradoxal hein, comme question, mais se dire et si finalement c'était utile? Parce qu'en fait, il y a une partie de nous qui dort pas parce qu'il pense que ça va servir à quelque chose. Et donc de se dire, ok, j'accepte, je dors pas. Et il y a peut-être une bonne raison pour laquelle je dors pas. Donc parlons-en. Et donc voilà, d'accepter de se dire. J'ai une cliente en coaching une fois qui m'a dit, mais oui, c'est vrai parce qu'en fait, je résous des problèmes la nuit. Et donc finalement, je me plains de pas dormir, mais en réalité, c'est là que j'ai des idées de solutions. Et à partir du moment où elle a accepté ça, elle a mieux dormi. Et quand elle se réveillait la nuit, c'était pour avoir une idée, elle la mettait sur un cahier et elle pouvait se rendormir. Parce qu'elle avait accepté qu'il y avait une utilité à son insomnie, une utilité un peu paradoxale. Voilà. Et sinon, effectivement, le travail en collectif, comme disait Clément, j'ai vu quelqu'un qui a dit comment faire pour que mon patron ne me dise pas que je suis trop sensible si je demande... si je dis que j'ai trop de charges, eh bien, ma recommandation, ce serait d'essayer de réfléchir avant et de remplacer, je ne dis pas que c'est facile, je ne connais pas le patron de la personne qui a dit ça, hein, donc vraiment, mais de remplacer le « j'ai trop de charges » par « voilà ce que je te propose ». J'ai bien réfléchi et voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, quelles sont mes limites, comment j'ai envie de m'organiser, ce à quoi j'ai envie de porter attention, comment je pense qu'on devrait changer notre façon de travailler et donc faire des propositions en disant je pense que ce serait mieux si on sautait telle étape de validation, si on... et voilà ce que je te propose. Oui, c'est intéressant parce que ça répond aussi aux questions qu'on avait sur les deadlines. Si on me demande de rendre ce travail pour demain, etc., c'est le oui, mais et de poser des conditions ou en tout cas d'appliquer des plans B et des alternatives. C'est ça. Si c'est vraiment pour demain, alors ce que je faisais, je ne le fais pas. Je te propose à ce moment-là de décaler ça de 10 jours. Ou alors, ce que tu me demandes, je le ferai dans 2 semaines parce qu'on avait dit que ça, c'était priorité numéro 1 et donc je dois le terminer. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les pistes pour réduire la charge mentale, mais on en discutait aussi, comme ça peut faire un cercle vicieux, ça peut faire aussi un cercle vertueux, pardon, si on arrive justement à augmenter nos capacités de récupération. Donc, est-ce que c'est important aussi de réduire la charge mentale, mais d'augmenter aussi nos ressources, d'essayer de jouer sur les 2 tableaux? Alors, je fais un commentaire, je pense que Virginie aura largement de quoi compléter, mais effectivement, je voulais reprendre l'exemple qu'on a déjà pris sur le serveur et ses capacités qui sont peut-être plus larges que d'autres personnes. Et effectivement, il y a quand même tout un entraînement, une formation qu'on peut avoir, et d'ailleurs nos études, la plupart du temps, nous ont amené à ça, à pouvoir faire du travail, avoir les compétences et être capable de gérer des situations en fonction de son domaine. Mais effectivement, peut-être se former sur certaines techniques, sur certains processus, sur certaines choses dans lesquelles, au départ, on n'est pas expert. Mais si on augmente notre niveau d'expertise, on va forcément augmenter plutôt réduire notre charge mentale puisqu'on a augmenté nos compétences.
même si on ne peut pas être à la course à la formation et se former sur tout le temps, donc il y a peut-être d'autres choses à réfléchir après, mais déjà sur certains points très précis, potentiellement, déjà commencer son poste par de la formation et pour maîtriser déjà son objet d'étude et son objet de travail, c'est déjà une bonne chose pour pouvoir être plus performant et donc être plus expert et moins en surcharge. Oui, après, ce qu'on peut faire en mode un peu automatique, parce qu'on l'a fait déjà plein de fois, effectivement, ça soulage. Après, il y a la bonne vieille pause, dont je vais reparler, parce qu'on a énormément de mal à s'autoriser, moi la première, à faire des pauses. Ce que tu évoquais tout à l'heure, même on parlait de la méthode Pomodoro, s'autoriser à faire 5 minutes de pause, c'est comme si on était des rebelles incroyables, à part que les neurosciences prouvent que en revenant de ces 5 minutes de pause, on va être beaucoup plus, au contraire, performant, en capacité de bien se rappeler les éléments pour faire son travail, prendre des bonnes décisions, etc. Et donc, c'est contre-intuitif que pour travailler mieux, il faut travailler régulièrement un petit peu moins. Là, je rentre même pas dans la notion de slow working, je suis juste dans des pauses régénérantes. Et donc, c'est quoi les pauses régénérantes? C'est du mouvement, si possible. Donc, se lever, aller chercher un verre d'eau, aller parler à un collègue. Si on est chez soi, je sais pas, faire le tour de son appartement, aller dans la cuisine, voilà. Et puis, observer la nature. Donc, observer le ciel, observer les feuillages, observer des formes naturelles. Ça apaise naturellement le cerveau, puisque ça, on le fait depuis la nuit des temps. L'hydratation également est très très bonne pour le cerveau. Dès qu'on est déshydraté, on va être plus irritable, etc. Donc il y a aussi un côté un peu physique, physiologique à la gestion de sa charge mentale. On va vraiment prendre soin de son corps aussi. Alors, je vois que pour le côté nature, tous les deux, vous aviez déjà bien compris. Hein, on voit qu'il y a du vert derrière vous. C'est bien de mettre en pratique ce qu'on préconise. Et du coup, on a parfois un peu plus de mal en télétravail. Alors, est-ce que ça vaut le coup des fois de se mettre des alertes pour prendre des pauses ou de ritualiser, comme tu disais, les pauses, Clément, pour essayer de s'entraîner à en faire un peu plus pour éviter le tunnel de 8h à 13h30 et jusqu'à 20h après? Bah oui, le rituel, c'est une très bonne chose. Les notifications, moi, je suis un peu allergique parce que je trouve que ça fait encore des injonctions, etc. En revanche, on peut le mettre dans son agenda, mais attention, il faut le mettre dans son agenda en y croyant. Je dis ça parce que je sais de quoi je parle. À un moment donné, j'ai mis aller se promener dans l'agenda et c'était un vœu pieux. J'ai pas fait. Donc, je pense que ce qui marche le mieux, c'est de le mettre dans l'agenda et d'en parler à ses collègues. C'est-à-dire que se mettre d'accord, se dire que tout le monde le fait. Je pense qu'il y a une notion d'entraînement et de co-autorisation qui fait que si le manager et les autres coéquipiers et coéquipières dans cette équipe, on se dit que c'est complètement OK de faire des pauses parce que c'est pour la bonne cause, justement, et qu'on est tous et toutes d'accord pour le faire et qu'on s'échange des astuces de pause et toi, tu fais quoi dans tes pauses, etc., etc. Là, vraiment, je pense que ça, c'est une bonne pratique, d'en parler tous ensemble. Et justement, alors par rapport à l'aspect collectif… Ah oui, vas-y Clément, pardon. Non, mais justement, sur la pause, il ne faut pas non plus que ce soit une injonction à la pause. Alors, c'est très bien et c'est sûr qu'il y a tous ces côtés positifs, mais il ne faut pas se dire justement dans la méthode Pomodoro, c'est très ritualisé, on peut s'y habituer assez facilement, mais il ne faut pas se dire, ah ben là, il est 10h, il faut que je fasse une pause. Si je suis lancé dans une tâche dans laquelle je suis performant à ce moment-là et que j'y arrive bien et que l'idée du flow, etc., donc de concentration optimale et tout ça, il ne faut pas dire, là, je rejoins totalement Virginie sur le côté, s'il y a une notification qui arrive et qui va me dire maintenant fais une pause, non en fait. Et du coup, ça sera au contraire plus délétère parce que ça va couper la concentration et me faire culpabiliser de dire en plus j'ai pas pris ma pause, alors j'aurais dû prendre ma pause. Non, mais voilà, il faut aussi s'écouter finalement sur ça et sur ce côté charge qu'on est capable d'avoir, parce qu'on a dit la charge c'est normal d'en avoir, c'est la surcharge, c'est pas normal. Justement, tu parlais de la culpabilité. On nous demande comment essayer de ne pas culpabiliser, d'éviter la culpabilité, et notamment quand on voit tout ce qui s'accumule, les mails en retard, les tâches non traitées, et on a envie, en effet, tous comme on nous dit, d'endosser le super-héros, le petit costume qui va bien, mais on ne va pas tenir très longtemps. Comment on peut essayer de déculpabiliser? Alors là, c'est une question pas facile. Pas facile, ça peut prendre longtemps. En fait, il n'y a pas… Le conseil, c'est un peu comme ce que je disais avec l'insomnie tout à l'heure, c'est-à-dire d'accepter d'être imparfait.
Alors, une fois que j'ai dit ça, on va me dire, mais comment on fait pour accepter d'être imparfait dans une société où tout le monde nous dit qu'il faut être parfait, etc. C'est etc. ça. C'est un petit peu se regarder en face et oser, je pense, parler de ses imperfections en disant, moi, j'arrive pas du tout à prendre des pauses. Moi, je prends d'énormes pauses et ça me va bien. Je suis un petit peu limitée là pour dire comment déculpabiliser, parce que pour moi, c'est une question tellement une histoire de toute la vie. Ça dépend de comment on a été élevé, ça dépend vraiment de tellement de choses que une grande question comme ça dans un petit webinaire. Je ne sais pas, Clément, si tu as une potion magique pour déculpabiliser, je vais la prendre tout de suite. Non, je vais reprendre un commentaire qui a été fait sur la culpabilité, que c'était un héritage de la culture judéo-chrétienne. Oui. Je suis complètement d'accord. On est baigné là-dedans, donc c'est très compliqué de pouvoir s'en détacher. Après, on peut essayer de mettre des petites choses en place. Alors, ça dépend forcément à chaque fois de sa situation, de soi-même, de ses collaborateurs, ce genre de choses. Mais déjà, rien que se dire, de lister tout le principe de to-do list, déjà de voir le nombre de choses qu'on a rayées dans sa liste, c'est-à-dire qu'on a déjà fait des choses, donc même si on n'a pas tout fait, c'est pas si grave, on a déjà fait tout ça, donc c'est peut-être pas dû qu'à nous, mais peut-être à l'organisation du travail, donc en parler avec les autres pour voir aussi ce que les autres font sur des postes équivalents, pour voir leurs techniques, se donner des petits conseils, ça permet aussi de réduire sa culpabilité, parce que ça se trouve en fait, j'en fais beaucoup plus que tout le reste de mon entreprise, mais j'ai l'impression de ne pas avancer parce que j'ai toujours une nouvelle chose. Mais il faut aussi mettre un peu à distance, essayer d'objectiver tout ça, c'est très très compliqué, ça c'est sûr. Mais, oui, c'est vrai ce que tu dis. L'autogratitude, oui. C'est vrai que se remercier, se dire, mais attends, aujourd'hui, je m'en suis super bien sortie. En fait, ça c'est quand même important de faire un petit arrêt sur image à chaque fois. De tout ce qu'on a fait aussi. Ah oui, non, c'est vrai que ça c'est énorme. Et moi, on m'avait transmis, au lieu de faire des to-do list en fin de journée, on peut faire la did list et se féliciter de tout ce que j'ai fait cette semaine, par exemple. Et c'est déjà pas mal. Et quand tu parlais de l'échange entre pairs, c'est intéressant. C'est beaucoup fait de plus en plus au niveau des managers. Ça a été fait beaucoup pendant la crise, justement pour partager les difficultés, parce que c'était plus compliqué de manager à distance. Et c'est vrai que cet échange entre pairs peut permettre de déculpabiliser en disant, je suis pas tout seul. C'est pas à moi. C'est il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Et ça fait aussi du bien de se rendre compte qu'on n'est pas seul dans ce cas-là. Et ce qui m'amène justement à, est-ce que moi je peux agir, alors si je suis manager ou pas, mais sur la charge mentale des autres, est-ce qu'on peut agir aussi positivement? Est-ce que, à l'inverse, certaines de mes actions peuvent avoir un impact sur la charge mentale des autres? Donc, qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour, se préserver les uns les autres? Moi, je pense déjà qu'en insufflant une culture du feedback, et qu'on soit manager ou pas d'ailleurs, prendre l'habitude de se dire des choses, de se dire, tiens, tu sais quoi, j'ai remarqué que récemment, comme disait Clément tout à l'heure, tu faisais des erreurs que tu n'as jamais fait auparavant. Comment ça va? Est-ce que tu as... Voilà. S'intéresser en fait et se rendre compte que si quelqu'un a changé de comportement ou de qualité de travail, lui en parler, lui dire, j'ai remarqué. Ça, c'est déjà le degré zéro, c'est dire j'ai remarqué quelque chose, c'est donner de la reconnaissance, dire j'ai remarqué que tu avais changé, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose, comment vas-tu? Ça, je pense que c'est déjà un premier pas. Et puis, si on est manager, évidemment, c'est vraiment insuffler cette culture du feedback, ça veut dire être prêt à entendre et demander des retours sur justement les niveaux de charge et faire participer l'équipe à l'organisation de cette charge, les jalons dans le temps, la distribution dans le temps entre les personnes, etc. etc. Clément? Non, mais j'avais exactement donné cet exemple des feedbacks. Moi je pensais plus à la position d'un salarié, on va dire, et pas forcément d'un manager, mais l'idée du feedback inversé, donc on peut parler, ou de feedback à 360, ce genre de choses, c'est hyper intéressant. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, de dire, je peux aussi faire des remontées, et c'est pas que on va me donner du travail, on va me faire un retour sur mon travail, mais aussi dire, là par exemple, j'ai été en difficulté ou j'ai réussi ça peut être positif aussi, c'est très bien, mais de pouvoir évoquer en fait, il y a à chaque fois finalement le besoin qu'on a, et si on est en difficulté, il faut essayer de l'évoquer. Après, c'est souvent, parfois en tout cas, ça peut être compliqué de donner ses faiblesses et de dire là non en fait je peux pas parce que j'y arrive plus, j'ai trop. Ça c'est sûr que c'est très compliqué, mais c'est vrai que s'il y a une culture du feedback et de l'écoute et de pouvoir échanger régulièrement, donc il faut qu'il y ait des moments d'échange, des moments de discussion qui soient propices à ça, bien sûr, parce que je suis pas sûr que ce soit devant la machine à café sur le point du matin qu'on peut facilement donner ces retours-là, mais peut-être que instaurer une fois par semaine, une fois par mois, des retours assez libres pour justement savoir
sur sa charge de travail, parce que là, c'est bien ça dont on parle, la charge de travail. Comment on peut s'organiser et est-ce qu'il y a tout... Est-ce que tout le monde est au niveau satisfaisant pour lui, hein, soit en sous-charge, parce qu'on parle là de la surcharge, mais ceux qui sont en sous-charge de travail, à la longue, ce ne sera pas bénéfique non plus. On parle de bore-out, effectivement, sur l'idée d'ennui, mais ceux qui s'ennuient régulièrement, ceux qui ont un ennui chronique au travail, se retrouvent avec les mêmes conséquences que quelqu'un qui va être en surcharge perpétuelle. Donc voilà, avoir un juste équilibre et que chacun puisse évoquer son équilibre. Oui, et je pense qu'on a tous aussi un rôle à jouer, on ne s'en rend pas forcément compte, mais avec les outils numériques, quand on envoie des demandes qui ne tombent pas forcément les meilleurs moments pour les autres. Et un exemple très concret qu'on a eu dans l'équipe, nous, on a arrêté d'envoyer, alors elles vont se reconnaître si elles nous écoutent, mais d'envoyer des demandes aux graphistes le vendredi après-midi, parce que du coup, pour elles, c'était facteur de stress et de charge mentale le week-end, de se dire, oh mon Dieu, j'ai tout ça à faire. Rien que d'envoyer les demandes le lundi matin, concrètement, ça ne changeait rien à l'histoire vu que les délais n'étaient pas pour lundi, mais du coup, ça permet, voilà. Donc, je pense qu'il y a des ajustements des fois tout bêtes où on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir une demande pour les autres. Et voilà, nous, on veut juste envoyer notre demande, même si ce n'est pas urgent. Mais pour les autres, ça va augmenter le petit vélo qui tourne. D'où l'importance du feedback, parce que j'imagine, Fabienne, que si vous avez été au courant de ça, c'est parce que les graphistes vous ont fait un retour sur un fonctionnement qui n'était pas optimal et proposé le lundi matin. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, le feedback entre pairs, entre personnes, entre coéquipiers, c'est très important aussi parce qu'il y a des personnes qui s'en sortent sur certains sujets mieux que d'autres. Et donc, ces personnes-là peuvent dire, écoute, moi, regarde comment je fais. Je pense que là, tu passes 3 étapes. Moi, j'en mets que 2 depuis 2 ans. Ça marche très bien. Regarde. Et voilà, se co-inspirer aussi. Tout à fait. Et alors, on a déjà répondu à pas mal de questions, mais n'hésitez pas si vous en avez d'autres. On va continuer à y répondre avec grand plaisir. Et pour finir, nous, nos échanges, je voulais vous demander un petit défi. On est lundi. Alors, qu'est-ce que les personnes qui nous regardent et nous écoutent pourraient faire dans la semaine, ou en tout cas tester, pour essayer de réduire ou d'alléger leur charge mentale? Alors pour moi, à ce niveau-là, c'est la to-do list. Après, c'est parce que j'utilise aussi moi régulièrement, mais de pouvoir noter et pour éviter la rumination, justement, de dire je me note sur un papier à côté, parce que moi j'aime bien plus papier et moins numérique, mais noter et après pouvoir justement le rayer ou le jeter le papier à la poubelle, comme ça au moins c'est vraiment parfait. Moi aussi, j'ai mon petit calepin avec mes to-do list. Donc, non, mais ça, pour moi, c'est ça, c'est quelque chose qui est quotidien, qui doit toute la journée. C'est mon truc. Ouais, c'est ça. Ouais, je rebondis du coup. Enfin, j'ai mon petit défi à part, mais je rebondis sur la to-do list. Je pense que c'est effectivement très important de vider tout ce qu'on a à faire sur le papier et de tangibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je rajouterai une petite astuce qui est pas mal. C'est une fois qu'on a vidé son cerveau dans la to-do list, de dire qu'est-ce que je vais faire dans la semaine. Qu'est-ce qui est pour cette semaine. Et pas pour... parce que dans la to-do list, des fois, il y a des trucs qui ne vont pas être possibles, etc. Donc, se dire qu'est-ce que je fais dans la semaine, et je rajouterai même enlever 20% de ce qu'on a dit qu'on ferait dans la semaine. Mais ça, c'est le level, c'est le niveau encore au-dessus. Moi, mon petit défi, ce serait dans cette semaine, la prochaine fois que vous êtes dans une file d'attente, vous laissez votre smartphone dans votre sac, dans votre poche, et attention, c'est pas fini la consigne. Vous observez, vous essayez de nommer ce que vous ressentez ou ce que vous percevez, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, par exemple, si vous êtes à une caisse de supermarché, ce que je perçois, c'est le bip de la caisse. Donc, bip de la caisse, étiquette jaune. Ah, tension dans les épaules, sans commenter, c'est-à-dire sans partir en commentaire. Ah oui, tension dans les épaules, ça ne m'étonne pas parce que... Non. Tension dans les épaules, étiquette jaune, bip de caisse, ciel bleu dehors, 3 personnes dans la file d'attente. Essayez de nommer ce qu'on observe. Ça, c'est un moyen de revenir, de se recentrer sur l'instant présent et d'arriver dans quelque chose qui permet de débrancher le petit vélo et d'être dans le concret, le moment présent, de décrire ce qui est là, tout simplement. Cette semaine, prochaine fois que vous êtes dans une file d'attente. On pensera à toi dans la file d'attente. Voilà. On a plein d'idées dans le chat, alors je vous en parle. Il y a beaucoup d'adeptes de la to-do list, donc très bien. On nous parle de la micro-sieste, tout à fait. C'est aussi important pour recharger les batteries. Et on le rappelle, la sieste, c'est pas forcément une demi-heure. 10-15 minutes, c'est déjà très bien. La micro-sieste en début d'après-midi, c'est parfait. Boire de l'eau pour une pause, c'est très bien aussi. On nous dit, alors les did list, on se félicite. Très bien. On nous dit aussi de la méditation, la méthode Pomodoro, la matrice d'Eisenhower, en effet, pour entre urgent et important faire la différence. Et du coup, très bien. Donc, on nous dit qu'on va tester les défis. C'est parfait. Et est-ce que tu peux nous reparler de la méthode japonaise dont tu avais parlé oui.
Ça s'appelle le Kanban, Kanban. C'est utilisé, c'est une méthode agile, ça a été repris comme méthode agile dans les équipes de développeurs. Et maintenant, nous chez Bloomer Impulse, on l'utilise dans notre équipe. C'est donc cette idée d'avoir des colonnes, de ranger en fait les choses par colonne. Donc, il y a une colonne où on va mettre tout ce qui est à faire, vraiment on vide, et ça peut se faire en équipe aussi, hein. Nous, on le fait en équipe. C'est-à-dire qu'on vide dans cette colonne tout ce qui est à faire dans l'absolu. Voilà, on le vide. Ensuite, on fait une colonne dans ce qu'on appelle la bulle. Je vous parlais de à faire dans la semaine. Nous, c'est sur 15 jours en équipe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les 15 prochains jours? Et chacun s'engage et on prend la petite carte et on la déplace dans la colonne à faire dans les 15 prochains jours. Et puis ensuite, quand chacun est en train de faire ce qu'il a à faire, on le met dans une colonne qui s'appelle « en cours ». Ensuite, si c'est en attente et que ça dépend de quelqu'un d'autre, par exemple, on a fait une demande de devis, on attend le devis, là, on ne peut plus rien y faire, c'est dans la colonne en attente. Et ça, le cerveau adore, en fait. C'est-à-dire que c'est dans la colonne en attente, c'est pas dans ma to-do list. Alors que si c'est juste une to-do list, mais qu'on a dit attente du devis, ça reste dans la to-do list et ça charge encore. Donc là, c'est dans la colonne en attente, c'est plus de mes oignons. Voilà. Et après, il y a la colonne terminée. Et alors, j'adore parce que dans notre logiciel, quand on met un truc dans la colonne terminée, il y a une explosion de paillettes. J'adore. Et voilà, c'est vraiment sympa, ça fait un petit feedback, ça fait un petit peu de dopamine, un petit truc rigolo. Oui, et là, c'est le bon usage, j'ai envie de dire, c'est le bon usage du digital. Voilà. Oui, tout à fait. On peut le faire en papier, bien sûr, mais il faut être présent dans la même pièce. Et aujourd'hui, c'est de moins en moins fréquent. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. On a appris plein de choses et on a plein de choses à tester en plus, donc c'est parfait. Merci beaucoup Virginie et merci beaucoup Clément. C'était un plaisir de passer ce webinaire avec vous et je pense qu'on va mieux dormir ce soir. Je suis persuadée que ça va faire du bien à tout le monde. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Merci. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. On a le plaisir d'animer un webinaire sur la méditation. Donc, n'hésitez pas, c'est mardi 15 mars à 9h pour commencer la journée ensemble et que vous soyez adepte ou pas de la méditation, ce sera l'occasion de voir les 1001 vertus de la méditation dans la journée et ça a un lien aussi avec ce dont on parlait aujourd'hui, donc avec plaisir. Et du côté de Generali, le mois consacré sur Generali Vitality, du coup au bien-être, dure jusqu'au 3 avril. Donc, n'hésitez pas à aller voir le blog de Generali Vitality. Il y a plein de webinaires, de podcasts. Et du coup, c'est le mois digital du bien-être. Donc, n'hésitez pas, on en profite jusqu'à début avril. Merci à tous et puis à bientôt. Au plaisir de vous retrouver sur My Happy Job by Moodwork. Bonne journée. Au revoir. À bientôt.